là. Fait que Sur un tout autre sujet. Ouais, c'est un tout autre sujet. Le sujet de la semaine, c'est la conception d'une voiture. Ça a l'air de rien, là. Mais en fait, c'est pas vrai que ça a l'air de rien, mais Alexis a fait une bonne recherche, quand même assez sommaire, là. On s'entend qu'on passera pas 3h30 avec des graphiques et expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai pas appelé Nissan, savoir comment ils font. Là. Non. Mais en fait, il a sorti des grands sujets, puis ces sujets-là ont des sous-catégories pour la conception complète d'une voiture vraiment de A à Z. Là. On part de l'invention, de l'idée, jusqu'à le lancement de la voiture sur le marché. Ouais. Fait que, dans le fond, on part de, par exemple, un modèle qui n'existait pas déjà. Pas un remodelage du modèle, pas une autre génération, mais vraiment un tout nouveau modèle. Là. Parfait. Excellent. Okay. Fait que, c'est vraiment divisé en 4 grandes catégories. La première, c'est surtout l'invention comme du modèle, là où l'idée, le design. L'idée vient, mettons, ça compte beaucoup de choses, comme par exemple une étude de marché, savoir qu'est-ce que les consommateurs, qu'est-ce qui manque dans le marché. Mettons, dans des régions spécifiques. Dans des régions spécifiques aussi. Mais tu sais, mettons, eux, ils targetent le Canada. Il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire beaucoup de VUS, par exemple. Fait que c'est venu de cette étape-là, vraiment faire une étude de marché, regarder qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce que dans notre ligne à nous, peut-être, on pourrait rajouter, comment on pourrait le rajouter dans la ligne, parce que faut quand même que tes modèles se démarquent un de l'autre. Faut qu'il y ait un petit plus. Mettons, par exemple, tantôt, le podcast de la semaine passée, parce que là, quand on regarde, c'est la semaine passée, on parlait du Tacoma et du Tundra. Ce qui les démarque, ça reste 2 pick-up Toyota, mais il y en a un qui est beaucoup plus imposant que l'autre. Fait que c'est ça vraiment qui le démarque, puis il est plus puissant aussi, j'imagine. C'est une question aussi de besoin, de prix. Il y a plein de choses. Quand tu dis l'étude de marché, elle va vraiment loin que ça. Là. Ils vont étudier la clientèle, les besoins du client, le marché, comme tu disais, mettons, visé, exact, dans une région spécifique. Puis, en fait, tu regardes vraiment un portrait de société globale. Là, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais aujourd'hui, les VUS, c'est beaucoup en demande et tout. Puis, peut-être un peu moins la minivan ou la mini-fourgonnette, qui reste quand même l'option la plus abordable pour avoir un SUV. Là. Même si c'est pas un SUV, que c'est une mini-fourgonnette. Je parle au niveau de l'espace, puis tout, c'est quand même le plus abordable. Mais le monde s'en va vers le SUV parce que la majorité des familles de nos générations, c'est 2 adultes, 2 enfants, 2 adultes, 1 enfant. Tout est bâti dans la société, tout est bâti alentour d'une famille de 4. Tu n'as plus besoin vraiment d'avoir 6 places. Tu vas à la ronde, tu as des forfaits pour 4. 2 adultes, 2 enfants. Tu vas au restaurant, tu vas avoir 2 adultes, puis l'enfant en bas de 12 ans peut manger gratuit dans certains restaurants. Ouais. Un adulte avec un enfant. Fait que tu as 2 adultes, papa, maman, 2 enfants. Les enfants ne payent pas. Tout est fait en conséquence d'une famille de 4. Fait que je pense, c'est pas la seule raison, mais je pense que le SUV, le multisegment, a vraiment pris de l'ampleur dans le marché de l'automobile dans les dernières années, dans les 10 dernières années, à cause de ça. Le modèle de société régulier de genre 2 enfants, 2 adultes, la famille de 4, c'est là que ça a pris de l'ampleur. Dans le temps, il y avait peut-être des familles un petit peu plus grosses, encore aujourd'hui, là, je ne veux pas généraliser, mais la mini-fourgonnette était encore vraiment, vraiment plus populaire qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Tu regarderas dans les cours d'entrée de monde qui ont des petites familles, la majorité du monde n'ont plus de mini-fourgonnette. C'est vraiment un SUV ou un multisegment. C'est vrai ça. Puis dans le fond, cette étape-là de l'invention, c'est vraiment plus du blabla. C'est pas concret, mais tu fais ton étude pareil. Des fois, ça va arriver qu'ils vont faire cette partie-là, puis ils vont dire finalement, c'est peut-être pas un projet vivable, c'est peut-être pas quelque chose qui nous intéresse. Fait que tu vas parler un peu de budget aussi. Mettons, nous, on a exemple, ils vont dire on est prêt à mettre 20 millions, mettons, pour la conception. Si on dépasse ça, ben là, on va réévaluer. Peut-être que ça vaut pas la peine. Peut-être que rendu à 20 millions, ils doivent se dire on va peut-être devoir mettre un autre 20 millions. Puis ça tombe un projet à 40 millions. C'est peut-être plus très intéressant pour eux. Des prospections, pas de prospection, c'est des prévisions de vente, mettons, puis voir que ça va aller. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est bon ce que tu dis, parce que, mettons, une production de masse, exemple, le gars qui a eu l'idée de faire la Pontiac à steak, puis qui ont décidé de la mettre en marché puis de faire une production de masse, ils n'ont peut-être pas calculé que leur clientèle cible était vraiment, vraiment nichée, puis qu'elle n'allait pas faire des ventes de feu avec un auto, SUV, tente incorporée, design pas clair. Tu sais, il y en a plein, là. On a déjà fait, là, vous irez écouter, je sais pas c'est quoi le numéro de l'épisode, là, mais ça fait un petit bout, vous irez voir sur YouTube, mais on a fait le top 10 ou le top 20 des véhicules un peu weird. Les voitures bizarres, Les voitures bizarres.
Puis là-dedans, ça vient tout d'une idée qui a été approuvée, puis la production de masse a été faite. Il y a les voitures qui sont des flops aussi, qui sont dans le même style. Là. Vous avez 2 podcasts à aller regarder. Les voitures bizarres puis les voitures des flops, mais il y en a aussi des très grands succès qui répondent aux besoins du consommateur. Puis c'est pour ça que le segment 1 de l'invention, l'idée générale, études de marché, études de clientèle, marché visé, segment, on peut dire, OK, ce véhicule-là, ça va être 18-35. Fait qu'il faudrait que ça soit dans cette braquette de prix-là. Comment on peut construire un véhicule avec le genre de design qu'on a en tête qui va coûter en production de masse, avec les profits que les compagnies doivent faire, à peu près ça au consommateur final. C'est un gros travail de fond. Tu sais, quand tu dis le blabla, oui, c'est du blabla parce que c'est pas concrètement bâtir un véhicule, mais c'est tout ça qui va, genre le business case, qui va permettre à l'entreprise de aller à la prochaine étape et de développer ce véhicule-là en conséquence de ce qu'ils ont fait comme recherche. Parce que juste pour terminer là-dessus, si tu as une idée de fou qui va répondre à tous les besoins, mettons, d'une génération de 18-35, mais qu'au bout de la ligne, quand tu as fini tout ce que tu as à faire, puis vous faites la conception du véhicule, puis pour faire de l'argent, il faut qu'elle soit vendue dans les concessionnaires 75, 80, 90 000. Tu n'as pas ton bon segment de marché. Tu as manqué ta shot. C'est plus un jeune professionnel qui commence dans sa carrière. Là. C'est quelqu'un quand même d'établi qui va aller chercher ce genre de véhicule-là. Ouais. Dernière grande ligne que j'aurais mentionné, dans le fond, c'est ils se fixent des objectifs. Par exemple, si eux, ce qu'ils veulent, c'est que la voiture ait une super grande économie de carburant ou qu'elle soit plus spacieuse que les autres, il faut développer en conséquence. Il faut faire l'étude de marché aussi en conséquence. Puis j'imagine que même quand c'est un nouveau modèle, maintenant, les manufacturiers établis, ils doivent vouloir faire certaines économies de coûts et d'économies de volume. Donc, avec différents types d'idées, c'est sûr qu'il y en a qui doivent partir de zéro pour certains modèles. C'est clair, il y a de l'innovation dans tout, puis il y avait dans tous les manufacturiers. Mais il doit y avoir aussi beaucoup de manufacturiers qui, dans la première étape, qu'on vient de parler, l'idée, l'invention, qui va amener à la deuxième étape, qui est le design, l'utilisation des plateformes déjà existantes ou de certaines pièces ou de certaines motorisations qui existent déjà dans le marché pour avoir certaines économies de coûts. Je ne sais pas si c'était dans tes points plus loin, mais... Oui, mais dans le fond, moi, c'est plus dans la deuxième étape, là, selon moi. Dans le fond, la deuxième étape, on arrive au design un peu de la voiture, la conception sommaire de la voiture. Tu sais, on voit des fois sur Internet des dessins avec des lignes. Tu sais, c'est comme tu vois la courbe de la voiture, mais tu sais, c'est pas tout détaillé, puis tout juste pour se donner une idée sommaire de la voiture. Donc, c'est dans cette étape-là qu'on arrive. On commence par des dessins. C'est sûr qu'on ne va pas s'amuser à faire 20 000 voitures juste pour le plaisir. Puis après ça, on fait des mesures, on prend des calculs, on fait des exemples, on fait des prototypes aussi vers la fin. Après avoir fait les dessins puis les exemples, on fait des prototypes. J'ai noté plusieurs choses là, dans le fond. Faut commencer par l'intérieur aussi. Ben, faut pas commencer par l'intérieur nécessairement, mais je veux dire, il faut aussi penser à l'intérieur, penser quels matériaux on va utiliser, le thème. De plus en plus, c'est des thèmes un peu modernes, des choses comme ça. Est-ce qu'on va mettre du cuir? Est-ce qu'on va mettre du plastique un peu cheap pour couper les coûts, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on va devoir penser dans le design pour également rejoindre les objectifs qu'on s'est donnés. Fait que, si notre but, c'était de faire une voiture pas chère, ben, l'idée de mettre du cuir, c'est peut-être pas optimal. C'est là. Je m'en allais exactement là parce que le design est très important. Puis le design aussi, c'est pas nécessairement parce que le véhicule est plus cher qui est plus, mettons, ergonomique au niveau de la console à l'intérieur ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup dans le fond, un des points, je pense, qui est le plus important dans la conception d'un véhicule, dont le design, justement, c'est vraiment la conception de l'ergonomie de l'espace intérieur. T'sais, de où que tu peux plugger ton téléphone, que tu as accès à ton système de divertissement, les boutons, où est-ce qu'ils sont, comment c'est placé de façon ergonomique ou pas dans certains véhicules, et de trouver le moyen aussi de parallèlement s'assurer de faire certaines économies de coûts, tout dépendant du type de véhicule. Si on parle d'un véhicule vraiment plus luxueux, que le budget n'est pas un facteur ou un enjeu à prendre en considération, on va y aller avec... all-in, ça va être complètement all-in. Il va y avoir de l'innovation à côté sur plein de points. Mais il y en a beaucoup aussi des très, très, très brillants dans des véhicules plus abordables. Je parle des brillants, les designers, qui vont trouver des façons pas trop chères de rendre un véhicule quand même assez abordable au public, mais avec toute la technologie qu'on a besoin aujourd'hui en 2021. Puis maintenant, c'est rendu quasiment un prérequis d'avoir de la technologie. Tu sais, c'est rare maintenant qu'on voit des voitures avec quasiment plus rien. Pas de technologie, Mais ouais. Fait que dans le fond, dans cette partie-là, c'est beaucoup... la conception, faire le premier jet de la voiture, puis vous faites des prototypes, vous faites, mettons, des études où vous
amener comme 20 personnes peut-être, puis ils disent qu'est-ce qu'ils pensent de la voiture. Selon eux, est-ce que peut-être elle n'est pas confortable? Est-ce que la courbe a fait bizarre, puis la voiture n'est pas assez belle? Donc, c'est vraiment des études comme ça. On retouche un peu pour arriver à une espèce de prototype un peu final qu'à la fin, ils présentent, par exemple, dans des salons de l'auto ou des choses comme ça, pour que non seulement la presse, mais que beaucoup, beaucoup de personnes le voient, puis après, ils voient le feedback. Moi, je pense, par exemple, à l'Integra en ce moment, que Acura a annoncé. Puis pour une raison X, c'est 4 portes. Genre, tu sais, ça n'a jamais été ça, une Integra, ça a toujours été 2 portes, un char sport. Là, il s'annonce pour être une berline. Fait que, tu sais, mettons, si tout le monde se plaint, peut-être que ça va finir par être une 2 portes. C'est des choses comme ça. Tu prends un peu le feedback du marché en présentant ton prototype. Mais il y a déjà eu des Integra 4 portes. Ouais? Ouais, il me semble que oui. En tout cas, vous nous le direz dans les commentaires, mais faudrait, en tout cas, je n'irai pas vérifier là, pas besoin de vérifier Félix, mais il me semble que dans les fins des années 90, il y avait l'Acura Integra, la coupe normale, mais il me semble qu'il y avait du 4 portes. À moins que je me trompe puis je mélange avec un Acura Legend, là. Ça se peut. Là. Okay, parce que l'Acura Legend, c'était un peu l'Integra 4 portes, là, mettons, plus grosse. Là. OK. Ben, ça, je ne savais pas. Ben, c'est un exemple de même. OK, peut-être un mauvais exemple. Mais mettons la nouvelle. Non, mais c'est pas un mauvais exemple. On comprend le concept. Ouais. Mais la nouvelle Integra, tu as raison. Puis je pense, un point là, avec les prototypes, quand tu dis que ça va amener tous les yeux sur le prototype, vas-y tout de suite avec la Supra. Il y a quelques années, moi je l'ai vu quand ils l'ont sorti au Salon de l'Auto, je ne me rappelle plus c'est dans lequel, au Canada, qui était là, je pense que c'est Toronto, mais je ne suis pas sûr. Puis on le voyait, puis après ça, 2 ans après, ils l'ont sorti officiellement en production de masse, puis le design était comme pas tant proche. Ah, c'est-tu la Supra ou la NSX? Peu importe le modèle, là, peu importe le modèle, mais je dis, il y avait quand même beaucoup de changements faits entre le prototype et la version de masse de production de masse, en fait, qui a été faite après ça chez le concessionnaire. Il y a des fois du monde qui vont être contents, des fois du monde qui va être moins content parce qu'ils aimaient beaucoup le prototype, mais c'est bien important de faire cette étape-là parce que dans l'année ou les 2 années qui vont suivre la présentation du prototype, c'est là qu'on peut prendre le vrai feedback du consommateur qui va aller payer pour acheter ce véhicule-là. Ouais. Donc, après ça, dans le fond, on arrive pas mal dans la 3e étape qui est l'ingénierie. Donc, en fait, on perfectionne la voiture, on prend un peu le feedback qu'on a eu, ou s'il y a des problèmes, mettons, qui sont développés après un certain temps. Tu sais, parce qu'ils testent les voitures aussi. Fait que si, mettons, ils la font rouler pendant 10 heures non-stop, puis le moteur, il saute, ben, tu comprends qu'il y a peut-être encore un peu de travail à faire. Fait que tu vas perfectionner ça. Tu analyses les résultats. Par exemple, ce qui s'était fixé au début pour l'économie d'essence, est-ce qu'on rejoint vraiment ce qu'on s'était fixé? Si on le rejoint, tant mieux. Sinon, est-ce que... Il y a des choses qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut améliorer ou finalement, on dit, bah, finalement, c'est correct pour ça. Donc, c'est toutes des décisions d'entreprise. C'est vraiment du perfectionnement, celui-là, dans le fond. Ça doit être à ce moment-là, je pense qu'ils font, comme tu dis, tous les tests pour l'économie d'essence ou si c'est un véhicule électrique pour le nombre de kilométrages que tu peux faire avec une batterie, avec des températures différentes, dans des conditions différentes, qu'ils testent tout. Ils testent l'aérodynamisme. Puis j'ai l'impression qu'ils testent aussi tout ce qui est sécurité. On a fait un podcast aussi sur les top 10 des véhicules les plus sécuritaires. Les crash tests. Les crash tests. Fait que à ce moment-là aussi, que quand c'est plus le prototype, ils doivent embarquer là-dedans pour faire tous les crash tests, voir s'ils ont des différentes choses à changer ou s'il y a des problématiques. Il y a beaucoup aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de tests aussi au niveau de la motorisation. Des fois, quand on prend les mêmes moteurs dans plusieurs modèles, de voir s'il est installé dans ce modèle-là, est-ce que tout est accessible? Ouais. Est-ce que c'est facile d'accès pour faire de l'entretien, pour que ça reste un véhicule abordable? Parce qu'on sait qu'il y a certaines marques, pour ne pas les nommer, que faire un changement d'huile, c'est compliqué. Là. Tandis que dans n'importe quel autre véhicule, mettons un Civic, comme on met tout le temps le meilleur exemple au monde, il n'y a rien de compliqué en dessous de ce haut-là. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment tout un amalgame de problèmes et d'enjeux. Il y en a que tu as l'impression qu'ils font exprès des fois de rendre ça compliqué. C'est ça, exact. Je suis d'accord avec toi. Fait que dans le fond, cette étape-là, vraiment, perfectionnement, on regarde le résultat de la voiture, on check, mettons, si ça rejoint, comment j'écris ça, les prérequis d'émissions de gaz, parce qu'il y a certains pays, dans le fond, que tu n'auras pas le droit de vendre s'il est plus polluant qu'un certain nombre. Là, je connais pas ça. Tout à fait. Oh, fait que dans le fond, si, mettons, toi, tu vises le marché d'Amérique, puis... genre Volkswagen. Ouais, genre Volkswagen qui ont falsifié leurs résultats. Tu vois, eux, ils ont peut-être manqué cette étape-là. Genre, ils ont swingé dans le beurre, comme on dit. Puis il y a une autre étape aussi que, je sais pas si tu l'as noté, mais c'est dans l'ingénierie aussi. C'est plus au niveau, là, tu parles de l'économie de gaz, les tests qu'ils font, mais il y a aussi l'aspect sécurité, si on l'a mentionné, mais il y a l'aspect aussi de l'étude de marché, de la compétition, tu sais, dans ce sens que je sais que ça va probablement à la première étape, mais je pense que rendu là, quand le véhicule tu as une bonne idée vers quel type de véhicule que tu vas compétitionner, quel segment de véhicule automobile que tu vas compétitionner. Puis c'est là que tu peux voir que ça se vend combien. Combien, moi, ma marque, avec ce type de véhicule-là, je peux aller le positionner.
Parce que des fois, il y a certaines marques qui sont peut-être un petit peu plus... ils ont un petit peu plus de notoriété. Fait qu'ils sont en mesure de pricer un petit peu plus cher certains véhicules qui ont les mêmes aspects qu'un autre. Tu sais, je fais toujours, pas toujours, mais j'aime bien ça faire la comparaison entre, mettons, Honda et Hyundai. Tu sais, je dis n'importe quoi. Je sais que le CR-V et le Civic est beaucoup plus fiable. Il a fait beaucoup plus ses preuves que, mettons, un Tucson puis un Elantra. Mais ça reste que côté dollar pour dollar, à travers les années, Hyundai ont vraiment pris un gros gage de qualité. Oui, Hyundai puis Kia aussi. Kia aussi, exact, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour voir le prix aussi qui peuvent être établis. Tu sais, des fois, tu regardes un Volkswagen puis un Audi, un Jetta puis un A3, mettons les deux équipés sensiblement pareils, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment une grande différence, mais le prix est différent parce que tu as le logo Audi. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération dans le marché avant de lancer un véhicule. C'est vrai, c'est bien vrai. Puis après, on arrive à l'étape d'assemblage de masse. Donc, dans le fond, le véhicule nous satisfait. On veut vraiment rendre celui-là sur le marché. Donc, on commence à regarder un peu comment on peut... Parce que maintenant, c'est à la chaîne, là, c'est pas une surprise. Fait on commence à regarder un peu les machines, quelles pièces on va mettre en premier, quelle sorte de machine il faut. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, des vidéos d'assemblage, mais c'est assez impressionnant. C'est des robots qui prennent, mettons, ils prennent le pare-brise, puis ils le mettent sur la voiture. Mais tu sais, c'est comme au millimètre près pour que l'usine soit le plus petit possible, genre. Fait que t'as l'impression qu'elle va casser à chaque fois, genre qu'il va t'accrocher, mais il passe genre à ça là, de la pièce. Fait que c'est vraiment super impressionnant à voir ça. Puis ces machines-là, dans le fond, il faut les développer. Puis soit peut-être réutiliser des anciennes qu'on avait déjà. On peut probablement modifier ça, là, ces espèces de machines-là. On l'a vu qu'avec Geely, il a réussi à transformer une usine de scooter électrique en usine à voiture. Il a réussi à modifier les choses. Est-ce qu'on prend une usine qui est active en ce moment, puis on annule ce modèle-là, ou on relocalise, ou on fait une nouvelle usine? C'est vraiment des choses qui vont être importantes à calculer. Puis, c'est la conception, la production, puis la gestion d'une chaîne de montage pour un nouveau modèle de véhicule. Oui. C'est exactement ça où est-ce qu'on est rendu, là, dans l'assemblage. Fait que ça résume pas mal tous les points que j'avais écrits. Puis, il y a aussi un contrôle qualité. T'sais, on va en faire au début une petite batch pour vérifier que, mettons, la 6e machine, elle fait pas tout croche, puis on fait pas 40 000 shorts tout croche. Tu fais des petites batches, tu perfectionnes. Mettons, peut-être que finalement, ça pourrait être plus vite de faire cette étape-là avant celle-là. Tu fais des petits tests comme ça, puis à la fin, tu es prêt à lancer ta voiture. En plus des contrôles de qualité, j'imagine aussi qu'il y a des contrôles pour être plus lean, dans le sens qu'il y a des processus pour dire, bon, mais là, on était capable, je dis n'importe quoi, on était capable d'en faire 10 en 10 heures. C'est exagéré, là. Ouais. On est capable d'en faire 10 en 8 heures en changeant telle affaire, telle machine, telle affaire de place dans la chaîne de montage. Fait que là, on améliore le processus pour toujours, encore une fois, avoir la meilleure économie de coût versus la qualité du véhicule qui va sortir. Puis c'est là qu'après ça, on peut faire les calculs finaux pour dire, bon, on est prêt à faire une vraie grosse production de masse. Et là, s'enchaîne après l'assemblage et tout, s'enchaîne la mise en marché. Ouais. Fait que la mise en marché, dans le fond, qui est pas mal la dernière étape. Ça fait pas nécessairement partie de la conception, mais ça fait partie de la voiture, selon moi. Comment tu vas mettre ta voiture sur le marché? Qu'est-ce que, selon toi, tu vas vouloir annoncer qui la différencie? Par exemple, Honda ont décidé, eux autres, c'est beaucoup le fait que, beaucoup le fait qu'il était moins cher, la fiabilité. Eux, ils ont décidé d'y aller avec des humoristes, par exemple, comme Martin Matt au Québec. Mais ils n'ont pas juste fait ça au Québec. Ils ont pris d'autres personnes connues ailleurs. Dans différentes régions. Dans différentes régions. Fait que ça, c'est comme ça qu'eux ont choisi de faire leur approche. Hyundai avec Guillaume le Métis-Vierge, c'est des choses comme ça. Ils l'ont pu, mais... Il dit il y avait. C'est ça. Fait que, c'est vraiment comment tu veux mettre ta voiture sur le marché, qu'est-ce qui, selon toi, va la différencier, puis pourquoi les gens voudraient l'acheter. Puis la mise en marché va, des fois, même avec le même modèle, va vraiment être différent selon la région, comme tu dis. Fait que c'est très important de prendre ça en considération. Mais il y a l'aspect aussi, dernier aspect que je pense, c'est avant le lancement de la voiture, mais des différentes caractéristiques du même modèle. Des fois, ça va juste être le nom qui va changer d'une région à l'autre pour s'adapter à la société ou au monde qui est dans cette région-là. Ça va être dans le prochain podcast. C'est dans le prochain podcast? Ouais. Parfait. Donc, on n'en parlera pas. On peut en parler quand même. Là. En fait, je voulais juste dire, c'est mettons un exemple qui m'a sauté aux yeux quand j'étais plus jeune. Tu avais, je pense que c'était Buick. Il est sûrement dans tes exemples pour le prochain podcast, mais tu avais Buick qui était, mettons, aux États-Unis, mais c'est anglophone 100%. Puis c'est arrivé au Canada, puis surtout au Québec, puis c'était Lacrosse. Fait que le monde, il y a la Cross, puis il y a aussi la Ford Pinto. La Ford Pinto. Puis c'est stupide, mais mettons juste le Qashqai, il y a plein de monde qui n'était pas capable de le prononcer ou quoi que ce soit. Fait que des fois, tu as des barrières quand même au niveau de la société qui est en place, la culture, tout qui.
c'est quoi, là? Tu sais, Il aurait fallu mettons... penser au début, par exemple. C'est ça. Genre, tu sais, Ouais, mettons que t'arrives à la fin, là, t'es comme, ouais, tu peux changer le nom. ouais, là, on a mais... tampé tous nos chars, par exemple. Là, tu sais, c'est écrit partout, genre la crosse. Là. Ça, c'est vraiment pas fort, par Ouais, exemple. mais il y a des modèles aussi qui, comme mettons, qui sont pas pareils en Europe, qui sont ici ou sont pas disponibles ici, mais sont disponibles en Europe, Mhm. tout dépendant du marché, tu sais. Tu sais, au Canada, on est un marché, mettons, de 35, mettons, 36 millions, je sais pas exactement. Québec, on est 8-9 millions, mettons. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas des super gros marchés automobiles à comparer, mettons, aux États-Unis qui sont quasiment 350, mettons, en Russie ou même en France qui sont 60 millions. Tu sais, c'est quand même... C'est pas mal plus gros. Fait que des fois, ils vont arriver avec des modèles qui sont pas disponibles en Amérique du Nord. Ben, pas en Amérique du Nord, mais au Canada directement. Ou puis il y a des modèles qui sont disponibles juste en Asie, pas disponibles ici. Tout ça vient de l'étude de marché du départ, mais aussi de la mise en marché de comment ils vont réussir à faire bouger ce modèle-là à travers le monde. Parce qu'on s'entend que cibler des consommateurs de façon mondiale, Ouais. t'as pas la même approche Parce que- avec tout le monde. Ben, c'est ça, tout le monde a des besoins différents. Tout à fait. Fait que ça, on va en parler plus en détail dans le prochain podcast. là, Parfait, mais j'arrête de bord. C'est un petit teaser. Arrête! Désolé. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond. C'est assez sommaire, là, mais je pense Ben, ça donne une bonne idée Ouais, de ça donne c'est quoi une la bonne véhicule. idée, Là, on puis- part d'une idée, on en va dans le design, on est dans l'ingénierie, on finit avec l'assemblage. Ben, on est dans Sachez que- l'assemblage, puis on Sachez que c'est finit la avec même la chose mise en pour des marché. roues aussi. C'est dans le Oui. même. Oui. C'est exactement le même processus pour des roues. C'est vrai, Mhm. ça. Fait que c'est dit. Fait que- Non, je le pointais parce qu'il avait l'air parti, puis je l'ai coupé sans faire exprès. Puis là, vas-y. Ah non, ben c'est correct, j'allais dire, ça peut être toi qui fais le outro. Ben Ah, oui, ok, on parfait. peut faire changement. OK, parfait. Fait que dans le fond, c'est le même processus pour des roues. Puis si vous êtes en train de magasiner pour des roues, parce que là, on va être bientôt l'hiver quand ça va sortir, ce podcast-là. Pas mal début. Pas mal le début de la saison. Début novembre. Ouais. Donc, vous allez juste sur atexos.com, rentrez votre année, marque, modèle pour trouver les modèles compatibles avec votre véhicule. Puis sinon, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, sous le arrobas Pseudonyme. RTX Wheels. Arrobas. Tout en regardant Félix qui boy comme jamais. Donc, on finit là-dessus. Merci, Alexis. Merci à toi. Merci.